Maintenant, commençons par un élément que nous pouvons souvent influencer directement, l'espace physique. Lorsque nous pensons à l'aménagement de l'espace, nous pensons souvent aux meubles et au matériel disponible. Pourtant, l'espace physique est beaucoup plus que ça. Il comprend le vestiaire, les salles de toilette, les espaces de repas de collation, les aires de jeu intérieures, extérieures, le coin de lecture ou le coin calme, les espaces de détente, le coin sensoriel et surtout les espaces qui sont partagés avec l'école. Chaque espace envoie un message aux enfants. Est-ce que un endroit où je me sens bien? Est-ce que c'est un endroit où je me sens bienvenue? Est-ce que c'est un endroit où je peux jouer et explorer? Est-ce un endroit où je peux réussir? Une planification réfléchie de l'environnement physique peut avoir un impact important sur le comportement des enfants. Un espace bien organisé aide les enfants à comprendre ce qui est attendu, à se déplacer plus facilement, à faire des choix et à participer de façon plus autonome. Cela contribue également à créer un environnement stimulant, accueillant et inclusif où tous les enfants peuvent trouver leur place. Bien sûr, nous savons que la réalité des programmes avant et après l'école, les programmes parascolaires, comportent certains défis. Souvent, nous partageons les locaux avec l'école. Nous devons parfois installer et ranger le matériel à chaque jour. L'espace de rangement est limité. Les projets à long terme doivent être déplacés. Le matériel doit parfois voyager d'un endroit à l'autre. J'aime comparer cela à du camping. Lorsque vous partez en camping, vous devez planifier à l'avance, transporter votre matériel, vous adapter à l'environnement et trouver des solutions créatives avec les ressources disponibles. Les programmes parascolaires fonctionnent souvent de la même façon. C'est pourquoi il est très utile de développer des relations positives avec le personnel scolaire. Une bonne collaboration peut parfois ouvrir la porte à davantage de flexibilité dans l'utilisation des espaces et à une meilleure compréhension des besoins de votre programme. Du côté des camps d'été ou des camps de jour, la réalité est souvent différente. Vous avez généralement davantage de contrôle sur les espaces utilisés. C'est une belle occasion de vraiment réfléchir de façon intentionnelle à l'aménagement et de créer un environnement qui répond aux besoins de votre groupe. Lorsque vous observez votre espace, je vous invite à regarder au-delà de ce qui est disponible et à réfléchir à la façon dont cet environnement est vécu par les enfants. Posez-vous les questions qui apparaissent à l'écran. Les espaces intérieurs et extérieurs sont-ils bien aménagés? Les activités et le matériel reflètent-ils réellement les intérêts des enfants? Y a-t-il un équilibre entre les occasions de bouger et les occasions de détendre, les activités actives et les activités calmes? L'environnement est-il stimulant, accueillant et inclusif pour tous les enfants? En prenant le temps de réfléchir à ces questions, vous découvrirez souvent de petites modifications qui peuvent avoir un impact important sur l'engagement, le bien-être et surtout la participation des enfants. Les 3 prochaines diapositives présentent des stratégies pour améliorer l'aménagement de l'espace physique. Lorsque nous parlons d'aménagement, il ne s'agit pas seulement de savoir où placer les meubles et où ranger le matériel. L'environnement lui-même peut devenir un outil puissant pour soutenir le comportement, l'autonomie et la participation des enfants. Un espace bien aménagé agit presque comme un éducateur silencieux. Il aide les enfants à comprendre ce qu'ils peuvent faire, où ils peuvent jouer et comment utiliser le matériel disponible. C'est pourquoi il est important que les espaces de jeu soient clairement définis. Lorsqu'un enfant entre dans un espace, il devrait pouvoir reconnaître facilement à quoi sert chaque endroit. Par exemple, une table de bricolage devrait donner envie de créer. Un coin de lecture devrait inviter le calme et la détente. Un espace de construction devrait encourager l'exploration et la résolution de problèmes. L'environnement devient alors une invitation naturelle au jeu. Et cette invitation ne dépend pas seulement des jouets, elle dépend aussi de la façon dont le matériel est présenté. Pensons à un chariot bien organisé. Ce n'est pas simplement un endroit pour ranger du matériel. C'est une invitation au jeu. Lorsque les enfants peuvent voir le matériel, y accéder facilement et comprendre comment l'utiliser, ils deviennent plus autonomes et plus engagés. Même dans les espaces partagés avec l'école, il est possible de créer des zones distinctes. Parfois, un simple tapis. Pensez à ceux d'été qui peuvent être transportés facilement, ou des tapis de yoga,
ou une belle nappe colorée qui peut être placée sous le sol pour créer un air spécifique ou sur une table pour déterminer un endroit comme la collation ou le bricolage. Pensez au positionnement du chariot et même peut-être certains meubles qui sont déjà présents dans la salle. Tout ceci suffit à délimiter un espace, à donner des repères clairs aux enfants. Il est également important de réfléchir à l'accessibilité de ces espaces. Tous les enfants devraient pouvoir circuler, explorer et participer de façon significative. Cela signifie prévoir des espaces dégagés pour les fauteuils roulants ou les aides à la mobilité. Des repères visuels, tactiles ou sonores peuvent également aider certains enfants à mieux comprendre et utiliser l'environnement. Mais un espace bien aménagé n'est qu'une partie de l'équation. Les activités que nous proposons sont tout aussi importantes. Plus les enfants sont engagés, moins ils sont susceptibles de vivre de la frustration ou de présenter des comportements liés à l'ennui ou au désengagement. C'est pourquoi il est essentiel d'offrir du matériel varié, complet et adapté à leur âge, ainsi qu'à leur niveau de développement. Pensez à tous les enfants, chaque enfant dans votre groupe. Les activités sensorielles, les jeux de construction, les jeux de société, les activités créatives et les expériences extérieures ont toute leur place dans une programmation équilibrée. La question devrait alors: comment savoir ce qui intéresse réellement les enfants? La réponse est souvent plus simple qu'on le pense. Demandez-leur, observez-les, écoutez leurs conversations. Prenez note des jeux vers lesquels ils reviennent spontanément. Pour les groupes qui demeurent ensemble toute l'année, vous pouvez même créer une liste d'intérêts avec les enfants. Pour les camps d'été ou les groupes qui changent davantage, les observations quotidiennes vont vraiment devenir particulièrement importantes. Vous pouvez aussi faire un retour à la fin de la semaine avec les enfants pour voir ce qu'ils voudraient la semaine suivante. Pour certains enfants ayant un besoin particulier, il peut être nécessaire d'observer plus attentivement les indices d'intérêt. Un regard prolongé, un sourire, une vocalisation, un mouvement du corps. Tous ces petits signes peuvent nous aider à comprendre ce qui motive l'enfant et ce qui favorise sa participation. Les familles et les professionnels qui connaissent bien les enfants peuvent également nous aider à identifier leurs intérêts et leurs forces. Présenter différentes expériences et matériaux pour découvrir ce qui capte l'attention et favorise la participation. Offrir une variété d'activités sensorielles, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, réfléchissons à l'accessibilité du matériel. Le matériel est-il réellement à la portée des enfants? Peuvent-ils le voir, le choisir, le manipuler, l'utiliser de façon autonome? À la portée des enfants, cela veut dire que nous créons des invitations au jeu, accessibles à tous les enfants dès leur arrivée dans l'espace. Nous positionnons le matériel de façon à ce qu'il puisse être vu, atteint ou activé par tous les enfants, peu importe leur habileté. Nous prévoyons également des adaptations lorsque nécessaire, afin que les enfants ayant des défis moteurs puissent manipuler, explorer et participer avec un minimum d'assistance. Et surtout, nous valorisons l'engagement et la participation de l'enfant, plutôt que la façon précise dont il interagit avec le matériel. L'objectif n'est pas que tous les enfants jouent de la même façon, mais bien que tous les enfants puissent jouer. Lorsque nous aménageons nos espaces, nous devons constamment nous demander, est-ce que c'est un espace pour les enfants ou est-ce que c'est un espace pour entreposer du matériel? Chaque fois que nous faisons le choix de privilégier l'accessibilité, les intérêts et la participation des enfants, nous créons un environnement plus inclusif, plus engageant et plus propice à la réussite. Dans cette section, nous allons nous concentrer sur un outil simple, mais extrêmement puissant dans un programme parascolaire, les repères visuels. Les repères visuels peuvent remplir plusieurs fonctions essentielles dans l'environnement des enfants. Ils permettent de définir les espaces de jeu, ils aident à organiser les jouets et le matériel, ils soutiennent l'autonomie des enfants et ils rendent les limites et les attentes beaucoup plus claires et prévisibles.
Lorsque je modélise un horaire visuel dans un programme, il est très fréquent que le personnel éducateur soit surpris de voir à quel point les enfants s'y réfèrent constamment. Ils le regardent au début de la journée, ils l'utilisent avant les transitions, ils s'y réfèrent pour comprendre ce qui s'en vient, ils l'utilisent pour se situer dans leur routine. Cela nous montre quelque chose d'important. Les enfants ne sont pas passifs face à ces outils. Ils les utilisent activement pour comprendre leur environnement. En réalité, les repères visuels sont essentiels au fonctionnement quotidien. Les repères visuels fonctionnent. Sinon, il y aurait des accidents de voiture tous les jours, les gens se perdraient dans les aéroports et il serait difficile d'organiser sa journée sans agenda, qu'il soit électronique ou papier. Ah, les fameux téléphones, qu'est-ce qu'on ferait sans ça? C'est la même chose pour les enfants. Et ce n'est pas parce que c'est des enfants d'âge scolaire qu'ils n'ont pas besoin d'un horaire ou de repères visuels. Les repères visuels rendent l'environnement plus prévisible. Et lorsqu'un environnement devient plus prévisible, l'incertitude diminue, l'anxiété diminue et le sentiment de sécurité augmente. Ceci permet vraiment aux enfants de se sentir plus en contrôle et plus disponibles pour participer. Pensez, combien de fois est-ce qu'un enfant vous demande qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Avec un horaire visuel, ils pourront tout de suite aller s'y référer pour voir qu'est-ce qui est à l'horaire. Un horaire visuel, par exemple, aide les enfants à anticiper les transitions, à comprendre ce qui s'en vient, à participer de façon plus autonome aux routines. Lorsqu'on vous planifiez vos espaces, il est donc essentiel de réfléchir comment vous pouvez ajouter des repères visuels, ceux dont les enfants ont besoin pour mieux s'orienter. Ceci peut inclure des babillards pour afficher l'horaire quotidien, le calendrier hebdomadaire, la programmation, les activités prévues, les messages aux parents, des photos que vous avez prises des enfants en pleine action dans les activités et encore les règles de vie du groupe. Et dans les contextes où les babillards ne sont pas disponibles, il est possible d'être créatif. Par exemple, on peut utiliser des petits crochets sur un chariot pour afficher l'horaire ou les règles, ou encore une planchette à pince qu'on peut placer contre un tableau dans la classe, qu'on peut apporter dans notre sac d'urgence lorsqu'on se dirige au jeu extérieur ou au gymnase. Vérifiez avec l'enseignant du local que vous utilisez. Peut-être qu'ils ont un espace à vous partager. L'important n'est pas le format, mais la constance et la clarté des repères. Parce que plus que les enfants comprennent leur environnement, plus ils peuvent y participer avec confiance et autonomie. Parlons maintenant d'un espace essentiel dans un programme parascolaire, l'aire de détente ou le coin calme. Après une longue journée à l'école, certains enfants ont besoin de moments seuls avant que de grandes émotions n'émergent ou parfois juste après qu'elles se sont manifestées. Certains enfants ne sont pas prêts à sauter tout de suite dans le programme. Ils ont besoin d'un moment de repos ou de pause. Un coin calme ou une aire de détente permet justement de répondre à ce besoin. C'est un endroit sécurisant où l'enfant peut prendre une pause lorsqu'il ressent du stress, de l'anxiété, de la fatigue ou de la surcharge, que ce soit à cause du bruit, des attentes, du programme, de l'excitation, des transitions de sa journée à l'école. Un endroit vers lequel l'enfant peut se diriger volontairement pour retrouver son calme et sa maîtrise de soi. Ce type d'espace aide les enfants à développer progressivement leur capacité d'autorégulation. Dans certains milieux, un seul espace de retour calme peut suffire. Dans d'autres contextes, dépendamment des besoins des enfants du groupe, il peut être utile d'en avoir plus qu'un. Enseignez aux enfants comment utiliser cet espace lorsqu'ils sont calmes. Et rappelez-vous, c'est pas une punition ou une conséquence disciplinaire, c'est un espace de soutien. Les enfants ne sont pas forcés d'y aller, ils sont invités et nous pouvons nous rendre disponibles pour les accompagner. Considérez aménager des espaces de retour au calme à l'intérieur comme à l'extérieur. La préparation d'un sac ou d'un bac de détente peut combler les besoins des enfants lors des sorties, du jeu extérieur ou dans le gymnase. Je vous invite à regarder les diverses photos sur la tuile pour des exemples. En résumé, tout ce que nous venons de voir dans cette section, l'aménagement de l'espace, l'accessibilité du matériel, les repères visuels et l'aire de détente, nous montre que l'environnement physique influence directement l'expérience des enfants.
Ce n'est pas seulement un décor, c'est un environnement qui guide, structure et soutient le comportement. Un espace bien pensé rend les attentes plus claires, favorise l'autonomie, réduit le stress et aide les enfants à participer pleinement au programme. Ce sont des stratégies de prévention relativement simples à mettre en place, mais qui peuvent avoir un impact important sur le quotidien des enfants et du personnel éducateur. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre environnement, puis à utiliser les questions suivantes pour alimenter vos échanges et votre réflexion d'équipe. Quels repères visuels pourriez-vous ajouter dans votre programme pour aider les enfants à être plus autonomes ou à savoir quoi faire? Nommez des objets que vous pourriez inclure dans une aire ou un sac de détente. Y a-t-il un espace dans votre programme qui pourrait être mieux défini ou mieux organisé pour soutenir le jeu et la participation? Pour vous soutenir dans la mise en pratique, nous avons également créé des fiches conseils et des listes de vérification pour chacun des éléments présentés de ce webinaire. Ces outils peuvent vous servir de guide, de point de départ ou de feuille de route pour cibler vos objectifs et accompagner vos réflexions dans votre milieu. Vous trouverez tous les liens dans la description de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos idées. Avant de terminer complètement, voici quelques façons de rester en contact avec nous et de poursuivre votre réflexion. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook à Inclusion Ottawa, emprunter des ressources dans notre bibliothèque ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à bulletin.cije.ca pour découvrir davantage des outils et du contenu.